Israël déstabilise le Moyen-Orient plus que l'Iran. Ce n'est pas le président iranien Rouhani qui l'a dit, ni le chef des gardiens de la Révolution, ni même Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Un indice, il vit à Tel Aviv. Ce n'est ni plus ni moins que l'ambassadeur russe Anatoly Viktorov, lors d'un entretien qu'il a accordé à nos confrères du Jérusalem Post. Le problème dans la région n'est pas les activités iraniennes, mais donc Israël, pour le diplomate russe. Mais le pire est à venir. Interrogé sur la question de savoir si la portée du conflit israélo-palestinien déstabilise davantage la région, plus que l'Iran ne le fait par l'intermédiaire de ses proxys comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban, voici la réponse de Anatoly Viktorov. Israël attaque le Hezbollah n'attaque pas Israël. Nouveau numéro de défense, c'est parti. Un numéro complet cette semaine avec plusieurs invités, dont notamment un acteur de la série israélienne La Vallée des Larmes, Shat Neila en hébreu. Le thème, la guerre du Kippour en 1973 face aux sentiments post-traumatiques. Lloyd Austin, un ancien vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan, premier général afro-américain à avoir dirigé le CENTCOM, en charge du déploiement américain au Moyen-Orient, devrait donc être le prochain secrétaire d'État à la Défense, à condition que le Sénat accepte sa nomination. La loi aux États-Unis exige qu'un général ait pris sa retraite 7 ans avant d'occuper des responsabilités politiques. Austin a rendu les uniformes en 2016. Alors pour en savoir plus sur le général Austin, nous rejoignons depuis Washington Michael Pregent, ancien officier des renseignements américains à Bagdad. Et vous avez servi d'ailleurs sous les ordres du général Austin. Qui est-il ? Le général Austin est un militaire capable et tactique. Mais quand il était à Bagdad en 2010, le président Obama a ordonné le retrait et c'est là qu'on a commencé à voir des dégradations dans la situation sécuritaire. C'est aussi là qu'a débuté la montée en puissance de Daesh. Et ensuite, quand le général Austin était responsable de CENTCOM durant la campagne de Daesh, et en 2014 quand j'étais à CENTCOM, on ne pouvait pas parler en détail de l'Irak ou de l'Afghanistan devant le général. En gros, l'administration Obama a dit aux analystes de CENTCOM « On ne veut rien savoir de plus à propos de l'Irak ou de l'Afghanistan ». Leur objectif d'alors était la Syrie. Mais la partie la plus accablante de l'expérience du général Austin à CENTCOM, selon moi, c'est quand ils ont commencé à politiser les renseignements sur Daesh. En minimisant la menace et en l'appelant un feu de paille. À CENTCOM, les analystes du renseignement subissaient des pressions pour fournir des évaluations positives sur Daesh. C'était un béni oui-oui quand il était en uniforme. On ne sait pas encore s'il va continuer comme cela aujourd'hui qu'il est en civil, si tant est qu'il soit effectivement nommé à ce poste. Car ici à Washington, il y a beaucoup d'opposants. Le New York Times fait campagne contre lui, les démocrates aussi. Ils veulent Michel Flournoy, quelqu'un qui n'a pas l'expérience du général Austin. Le général Austin a mené des centaines d'opérations sensibles au Moyen-Orient, mais quel est son regard sur les menaces que fait peser notamment l'Iran sur la région ? Il était partisan de l'accord avec l'Iran. Il a minimisé l'importance des milices iraniennes. Il a minimisé l'importance de Daesh. Il était fondamentalement pour une non-confrontation avec l'Iran quand les États-Unis négociaient l'accord nucléaire ou que l'administration Obama hésitait à agir de manière forte contre Daesh. Si on prend l'action du général Austin entre 2010 et 2016, quand il était en charge de l'Irak ou du Moyen-Orient à CENTCOM, c'est justement le moment où Qassem Soleimani est monté en puissance, a augmenté son influence dans la région et où on a vu des dégradations sécuritaires à travers le Levant. Merci beaucoup Michael Pregent. Je rappelle que vous avez servi sous le commandement du général Lloyd Austin. Merci. Oui, j'ai servi sous son commandement 3 fois. Merci à vous. Alors, on prend désormais la direction de Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'on reste toujours sur le dossier de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, parce que, et les États-Unis plus exactement. Les États-Unis et certains sénateurs démocrates essayent de bloquer, tout simplement bloquer, depuis quelques semaines, la vente des fameux F-35
aux Émirats. Nous avons demandé notamment à Mendy Safadi, c'est un ancien diplomate mais un spécialiste des renseignements également et de diplomatie internationale. Il est actuellement à Dubaï, aux Émirats justement, pour une série de rencontres sécuritaires et diplomatiques, ce que les Émirats pensaient justement de ce blocage amené et avancé par les sénateurs américains. Écoutez sa réponse. Je pense que l'initiative des sénateurs démocrates de bloquer la vente de F-35 aux Émirats ne peut pas changer l'état des relations entre Israël et les Émirats, dans la mesure où cet accord de vente n'était pas conditionné à l'accord de normalisation entre les deux pays. Malgré ce que peuvent dire certains, cette vente n'a pas déterminé l'accord de paix. Bloquer cette vente ne va pas avoir une influence sur nos relations, mais plutôt sur l'équilibre des forces au Proche et Moyen-Orient et empêcher d'envoyer un message dissuasif à l'encontre de l'Iran qui continue de déséquilibrer la région. Nous voyons que la prochaine administration Biden peut revenir à la table des négociations avec l'Iran sur le programme nucléaire, comme l'avait fait l'administration Obama. Cela peut être dangereux à court terme, mais si notre Premier ministre Netanyahou s'est opposé fermement à la stratégie Obama, il le fera, je pense, à celle de Biden. La politique israélienne doit être ferme. La seule menace qui pèse sur le Proche-Orient, c'est l'Iran. Soutenir l'Iran, de telle manière que ce soit, permet de renforcer la menace du régime sur le Proche-Orient. Notez que selon des sources américaines, c'est l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer, qui fait pression à l'heure actuelle pour que les sénateurs ne bloquent pas justement cette vente de F-35 aux Émirats. Une guerre sur tous les fronts menée par l'axe Téhéran-Beyrouth. Voilà ce à quoi doit s'attendre l'armée israélienne en cas d'embrasement dans la région. C'est du moins la prédiction prévue par l'Institut national d'études stratégiques à Tel Aviv. Regardez. C'est un risque auquel Israël doit se préparer. Une nouvelle guerre dans le nord, dévastatrice et difficile. Les mots sont tirés d'un rapport du prestigieux Institut d'études sur la sécurité nationale. L'INSS envisage tous les aspects de ce futur possible conflit, ses causes politiques et idéologiques, ses acteurs, leur mode opératoire ainsi que leur armement. Dans la prochaine guerre, le front intérieur israélien sera attaqué avec des milliers de roquettes et de missiles, dont des dizaines de missiles de précision ainsi que des véhicules aériens sans pilote venant de plusieurs fronts en même temps. Liban, Syrie, ouest de l'Irak, peut-être même Gaza. Bien que le rapport souligne qu'aucune des parties ne souhaite de confrontation militaire dans la région, il constate l'escalade des tensions entre Israël et l'axe chiite. C'est bien contre lui que le pays devrait mener cette prochaine guerre. Dans la liste des éléments déclencheurs d'un conflit armé figure l'assassinat fin novembre du père du programme nucléaire iranien sur le sol perse, une attaque que le régime des Mollahs impute à Israël. Sur la base de ces projections, le rapport présente également plusieurs pistes pour éviter, retarder ou contrer ce possible conflit. Les experts recommandent notamment de mener dès aujourd'hui une campagne militaire contre l'Iran et ses milices, une stratégie dont certains aspects n'ont pas été rendus publics, celle recommandée pour contrer la menace des missiles de précision, notamment, est classée secret défense. Allez, on prend la direction de Tel Aviv avec vous, Océane Nicole. L'enquête avance sur l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh, du moins selon les détails apportés par le régime des Mollahs. Tout à fait, on en sait un petit peu plus. Mathias, toujours selon Téhéran, on sait d'abord que plusieurs personnes impliquées dans cet assassinat auraient été identifiées et selon un conseiller du Parlement iranien qui s'est confié aux médias locaux, eh bien, il assure que certains suspects auraient même déjà été arrêtés et seraient sur le point d'être punis. Regardez les termes exacts employés par ce conseiller. Je cite: les auteurs de cet assassinat, dont certains ont été identifiés et même arrêtés par les services de sécurité, n'échapperont pas à la justice. On n'en sait pas plus évidemment et cette source assure que la plupart des détails ne seront divulgués uniquement à la fin de l'enquête. Ça aurait été évidemment trop facile. L'autre avancée, toujours selon Téhéran, c'est la façon, c'est la manière finalement dont Mohsen Fakhrizadeh a été tué. Selon le régime des Mollahs, ce sont des outils technologiques de pointe contrôlés par des satellites qui auraient donc été utilisés dans cet assassinat. Rien que ça,
l'Iran qui maintient évidemment que toute l'opération a été menée sans la moindre présence humaine sur les lieux et qui continue toujours de pointer du doigt évidemment la responsabilité d'Israël derrière cette attaque et qui promet de se venger. On termine avec cette image assez incroyable en Iran. Un drapeau israélien a été vu, Mathias, accroché sur un pont au-dessus d'une voie rapide à Téhéran, dans la capitale, avec une inscription en perse « Merci au Mossad », une allusion donc évidente à l'assassinat de ce scientifique iranien dont certains semblent apparemment s'en réjouir. Merci Océane Nicole, bravo pour la prononciation de Mohsen Fakhrizadeh. Alors je reçois mon invité, Arik Brabing. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien chef du département cybernétique au Shabak jusqu'en 2019. Vous connaissez donc bien le dossier. Il y a eu une attaque cybernétique contre la compagnie d'assurance Sherbit et, alors selon des sources, peut-être que vous allez infirmer ces sources, visiblement ça serait des hackers israéliens. Ça vous semble plausible ? Je crois qu'il faut vérifier ça de manière très précise. S'agit-il d'hackers israéliens ou d'un collectif de hackers que nous connaissons ? Il faut bien se rappeler que cet événement est derrière nous. À notre grand regret, de très nombreuses informations ont fuité. Et les hackers ont réussi à se procurer, et qu'ils pourront peut-être demain acheminer vers d'autres sources. Ce qui est en train de se faire, c'est maintenant une chasse aux pirates, si j'ose dire, pour savoir s'il s'agit d'Israéliens ou d'autres nationalités. Ça, il faudra enquêter plus en profondeur. Est-ce que, selon vous, Arik Brabing, tout a été mis en œuvre pour que le firewall, les mesures de protection, soient suffisamment hermétiques pour empêcher une telle attaque ? Écoutez, la preuve est là et le résultat est là. Il y a eu dans le passé plusieurs attaques cybernétiques. Et d'ailleurs, cette société Sherbit avait été attaquée par ce même collectif de hackers. Et cela veut dire que, visiblement, les moyens n'ont pas été assez importants pour déjouer ce genre d'attaque. Et donc, une partie de l'enquête doit porter sur cette question. Comment ces firewalls, comment ces protections ont réussi à être percées par les hackers, et je crois qu'il y a effectivement un grand fossé dans le domaine de la protection qu'il faut absolument traiter rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas, Arik Brabing, c'est votre spécialité, que à l'image de ce que les entreprises par exemple mettent en œuvre pour les protections incendie ou empêcher des voleurs de pénétrer à l'intérieur des bâtiments, il faut que des budgets soient alloués clairement à la protection des données? En Israël, nous avons un système de protection excellent. Mais les infrastructures civiles exigent encore de nombreux efforts pour protéger les petites et moyennes entreprises. Il n'y a malheureusement pas de régulation dans de nombreux secteurs du commerce, du tourisme. Mais quoi qu'il en soit, il en revient d'abord à la responsabilité des chefs d'entreprise de protéger leur société comme ils le font pour les incendies ou pour d'autres infractions. Mais c'est pas possible, Arik Brabing. On est dans la Startup Nation. Comment ce type d'attaque peut intervenir en 2020 ? Il y en a eu, il y en aura des attaques. Notre rôle est de pouvoir et de tout faire pour les déjouer. Il n'y a rien d'hermétique, vous savez, mais nous avons la responsabilité que les directeurs, les directoires
des entreprises fassent tout pour protéger leurs données, eh bien, ça, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise. Ils doivent investir pour ça beaucoup d'argent. C'est vrai que nous sommes une nation start-up et nous avons encore beaucoup à faire pour protéger les infrastructures civiles, pour protéger nos systèmes informatiques. C'est très technique, il me reste quelques secondes d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez dire si le Shabak peut aider à retrouver les informations qui ont été dérobées par ces fameux hackers de Sherbit? Le rôle du Shabak en Israël, c'est de faire face à des ennemis tels qu'ils sont définis dans la loi sur le Shabak. À partir du moment où cette organisation considère que des ennemis d'Israël sont impliqués dans ce piratage informatique, comme le Hezbollah, le Hamas ou autres organisations terroristes, je crois que le Shabak sera sollicité pour pouvoir identifier et retrouver les données qui ont été volées. Merci, c'est toujours un honneur, Arik Brabing, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du département cybernétique du Shabak, prestigieux département jusqu'en 2019. Merci d'avoir été avec nous. La collaboration entre Abu Dhabi et Jérusalem passe aussi par des projets communs stratégiques où comment un ancien diplomate israélien, une spécialiste de géopolitique émirati, signe une tribune commune pour que la France reconnaisse le Hezbollah comme organisation terroriste. Océane Nicole, Anna Papiashvili. Dans la ligne de mire de Jérusalem et d'Abu Dhabi, le Hezbollah, une organisation qui, selon les deux pays, nuit clairement aux intérêts du Proche et Moyen-Orient. Ebtessam Al-Ketbi est émirati, présidente du Centre de politique des Émirats arabes unis. Ron Prosor est quant à lui ancien ambassadeur d'Israël aux Nations unies, président de l'Institut Abba Eban. Et c'est ensemble qu'ils publient une tribune appelant la France à désigner le Hezbollah comme organisation terroriste. Paris pourrait, en concertation avec ses partenaires européens, défendre le vieux continent contre l'offensive islamiste et sauver le Liban et d'autres pays du Moyen-Orient de l'effondrement. Ce faisant, la France permettrait à cette région du monde de ne pas tomber dans l'escarcelle de la théocratie iranienne et de la milice chiite intégriste du Hezbollah, sa pièce maîtresse au pays du Cèdre. Dans cette tribune, les deux personnalités assurent que le Hezbollah a pris le contrôle militaire, politique et économique du Liban, le tout orchestré par l'Iran. Une armée de terroristes, selon les deux auteurs de la tribune, qui représente un danger pour la région, mais aussi pour l'Europe et pour le monde entier. Plusieurs agents du Hezbollah ont en effet déjà planifié plusieurs séries d'attaques terroristes sur le sol européen. Avec l'aide de l'Iran, des mollahs et de la Syrie de Bachar al-Assad, le Hezbollah est devenu une véritable armée de terroristes impliqués dans la plupart des crises régionales. Le Conseil de coopération du Golfe, la Ligue arabe et Israël ont pris acte de ce rôle déstabilisateur en classant la milice islamiste chiite parmi les organisations terroristes. Trafic d'armes, de drogue ou encore financement du terrorisme, selon Ebtessam Al-Ketbi et Ron Prosor, la France, comme d'autres pays, servirait de passerelle et aiderait indirectement le Hezbollah à s'enrichir de manière illégale. Le Hezbollah a créé une véritable économie parallèle au Liban. Il dirige des opérations de contrebande, d'armes et de marchandises via les 140 points de passage illégaux qu'il contrôle. Certains pays européens, dont la France, ont servi ou continuent de servir de points de transit pour le blanchiment de l'argent, lequel contribue au financement des activités terroristes de la milice islamiste. Pour le moment, seuls 9 pays européens, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et récemment la Lituanie, l'Estonie et la République tchèque, ont désigné le Hezbollah comme une organisation terroriste. Chataneila, c'est en hébreu, La vallée des larmes en français, une série israélienne qui veut raconter l'histoire des soldats, de ceux qui ont combattu pendant la guerre particulièrement sévère, dure de 1973, la fameuse guerre du Kippour où Israël a été surpris. Regardez un extrait, nous avons choisi de parler à un acteur spécialement concernant notre émission Défense sur le thème du syndrome post-traumatique. Regardez un extrait et on retrouve juste après notre invité, l'acteur Omer Perelman.
Omer Perelman, Caspi, donc dans cette série, on vous retrouve. Merci d'être notre invité dans Défense. Première question, vous n'êtes pas dans le dernier double épisode de la série, l'épisode final. Si jamais vous deviez choisir, si Caspi devait choisir, ça serait le combat, le dernier combat contre les Syriens, ou alors d'être prisonnier justement par l'armée syrienne? Vous savez, Caspi, on le voit tout au long de la série. On essaye de suivre le chemin que son officier lui a légué. Il est animé d'une mission. Il veut tout le temps aller de l'avant et combattre, même si parfois la situation n'est pas logique. Donc je pense que Caspi aurait choisi de combattre, de prendre part au combat final et de se battre tant qu'il le pouvait. Ce qui est extraordinaire avec votre personnage, Omer Perelman, c'est que Caspi arrive à faire ce switch, et c'est très rare, dès le départ, de rentrer dans un sentiment post-traumatique. Et vous montrez au grand public, finalement, c'est quoi cette guerre? La guerre, c'est ça, c'est aussi une guerre sale. Oui, c'est vrai. C'était aussi l'un des objectifs du réalisateur avec ce personnage de Caspi. Il m'a demandé d'aller le plus loin possible dans la conception du rôle. Il avait l'habitude de venir après chaque scène et de me dire avec ses mains « Tu peux aller encore plus loin ». Caspi n'est pas un personnage issu d'une histoire vraie, mais il est composé de plusieurs histoires vraies. Il était donc important pour le réalisateur de montrer cette complexité, de montrer la saleté de la guerre, de montrer ses horreurs ou comment l'âme des soldats se décompose face à ces scènes. Comment cela peut aller même parfois au-delà de ce que nous avons vu dans la série. Ce qui est intéressant avec Caspi, c'est qu'il débute la série en étant le anti-héros. On ne lui donne pas le choix d'être exposé à son meilleur jour. Il rentre d'entrée de jeu dans un syndrome post-traumatique. Mais au final, et je l'ai ressenti via des avis des téléspectateurs, il finit par être ce héros. En clair, c'est de cet antagonisme que naît le syndrome post-traumatique, dans une société qui ne le reconnaît pas toujours. Et Caspi termine son histoire en étant le héros qui prévient les troupes via les réseaux de communication. Ce n'est pas un secret, vous n'avez pas été un soldat combattant dans votre vie, mais vous dites que vous êtes allé puiser au fin fond des témoignages de soldats qui ont été présents dans cette guerre de 73, mais également des guerres de Seconde Guerre du Liban, 2006 et 2014, la guerre borduro-protectrice. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Waouh, c'était une longue aventure pour moi. C'est même difficile de résumer. J'ai étudié le problème, je suis même allé voir un psychologue et un psychiatre spécialisés dans le traitement des post-traumatiques. Ils m'ont présenté tous les phénomènes qui découlent de cette maladie. Et nous avons cherché à adapter ces comportements en fonction de chaque scène tournée. Comment représenter au mieux ce sentiment? J'avais besoin de parler aux soldats qui ont combattu depuis 73 jusque ceux qui ont récemment combattu, puisque le syndrome post-traumatique a été reconnu au fil des années. Après la guerre de Kippour, personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était. Pire, on a même donné l'impression aux soldats que c'était des faibles, des peureux. Certains n'ont même pas reçu la médaille du mérite qui leur était destinée. C'était une vision erronée de l'histoire qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Les soldats qui ont combattu en 2014 savent expliquer qu'ils souffrent de syndrome post-traumatique et qu'ils vivent avec ce sentiment au quotidien, mais il y a encore cette honte de le dire et essayer de le cacher. En 47 ans, cette honte a voyagé dans le temps et dans les générations, comme si elle était devenue un point commun entre tous les soldats combattants. Caspi est post-traumatique. Est-ce que Omer Perelman, de temps en temps, aussi ressent ce que Caspi ressent? C'est une question intéressante. On m'a donné le rôle de Caspi et j'étais heureux. Mais après coup, lorsque tu commences à travailler le rôle et les scènes, tu te dis que tu as reçu le rôle d'un fou. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Il y a visiblement quelque chose en moi de Caspi. J'ai commencé une introspection à penser à mes propres peines aux personnes qui sont mortes dans ma famille.
On précise que votre maman, malheureusement, s'est donné la mort lorsque vous aviez 12 ans. Oui, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Et pour me connecter en tant qu'acteur à ce genre de rôle, alors que je n'ai jamais fait la guerre et connu de telles histoires, je me suis projeté dans mon propre traumatisme, dans ma propre peine. Et j'ai réussi à trouver des points communs. Les deux traitent d'une âme blessée et la manière dont elle réagit quand on ne traite pas bien cette blessure. Je peux vous dire que de ce sentiment personnel est néanmoins un ressenti dont je n'avais pas idée avant de travailler ce personnage de Caspi. Une question à laquelle je n'avais pas pensé, c'est une série qui ne touche pas que les Israéliens. Cette série, à mon sens, a un message qui ne touche pas que les Israéliens. Je pense que cette série parle de la guerre, du prix à payer d'une guerre, des citoyens, du sens de leur responsabilité vis-à-vis de leur pays, de ceux qui les entourent. Cette série parle d'un pays pour lequel le leader se situe au-dessus de son propre peuple et on ne sait pas toujours ce qu'il se passe sur le terrain et peut faire des erreurs fatales en conséquence. Omer Perlman, ça sera ma dernière question. On connaît la fin de l'histoire de 1973. On sait que finalement, on sait quelle est l'issue de cette guerre du Yom Kippour. Quand on voit la fin et qu'on voit ces scènes terribles de torture et finalement de mort de part et d'autre, c'est difficile de jouer une série dans laquelle on connaît finalement l'histoire, on connaît l'issue. Très bonne question. Est-ce que c'est difficile? Je pense qu'au contraire que cela offre plus de liberté. Parce que tu connais la fin de l'histoire, tu sais combien elle est sombre et difficile, mais tu ne connais pas le chemin pour y parvenir. Lorsque tu sais comment tu commences et comment tu termines, tu peux apporter entre les deux ton propre monde, le monde des soldats, de leur histoire. Le dernier épisode s'est terminé par le regard profond de ceux qui ont réellement combattu en 73. C'est leur histoire que nous avons racontée depuis le début de la guerre jusqu'à son issue. C'était important à mon sens de terminer la série avec ces regards, leurs regards. Caspi, Omer Perlman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même plateau. Merci à toute mon équipe d'avoir été avec nous.